Que se passe-t-il en Afrique? Le président français Emmanuel Macron s'est demandé s'il n'y a pas une épidémie de putsch en Afrique. Le président français n'a pas vu venir le coup d'État au Niger. Est-ce de la faute au service de renseignement ou n'a-t-il pas su tenir compte des rapports qui lui ont été adressés? Et pourquoi n'a-t-il pas tiré les conséquences des coups d'État au Burkina Faso et au Mali? Changer de posture politique au Sahel était encore possible. Donner un nouveau cap à la diplomatie française au Sahel, après le coup d'État au Mali était encore jouable. Surpris par le coup d'État au Niger, le président Macron s'était mis à lancer des injonctions aux putschistes et à les accuser d'être responsables des crises politiques qui secouent la région. Il n'a pas saisi que les coups d'État ne sont que les conséquences d'une politique désastreuse qui perdure depuis plus de 60 ans. Depuis le général de Gaulle, jusqu'au président Mitterrand, en passant par Giscard, c'est l'Afrique des réseaux de Foccart, au Papa Madi ou de François Mitterrand, étant donné que c'est le fils du président socialiste qui s'occupe des affaires africaines. Les autres présidents, Sarkozy, Hollande et Macron n'ont fait que poursuivre les politiques des réseaux et de copinage avec des chefs d'État africains totalement déconnectés des réalités de leur pays. Rares sont les dirigeants politiques occidentaux qui ont vu arriver les Chinois et le retour des Russes sur la scène internationale et sur le continent africain. Ils sont restés sur des schémas totalement galvaudés de la relation France-Afrique. Le seul chef d'État occidental qui a compris que les relations France-Afrique et euro-africaines ne pouvaient pas durer éternellement, fut le président Chirac qui a pourtant averti ses successeurs et les dirigeants occidentaux il y a de cela une bonne décennie. Je cite le président Chirac. « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, ensuite nous avons pillé ses matières premières. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère plus d'élite, après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons, et au président Chirac d'ajouter il faut avoir un peu de bon sens. Je ne dirais pas de la générosité. De bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, si on veut éviter les pires difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Ces paroles ne sont sorties ni de la bouche de Mandela, ni de Sankara, ni de Lumumba, ni de la bouche d'un tout autre panafricaniste pur et dur. Non, non. Pas du tout, elles sont écrites par l'ancien président français. On peut alors se demander, à juste raison, pourquoi le président Chirac n'a pas réussi à changer les choses? Le problème est peut-être plus complexe qu'on le pense et pourrait même s'avérer extrêmement dangereux. On ne touche pas impunément aux intérêts des clans et des bandes qui échappent à la diplomatie classique. En dehors des canaux diplomatiques officiels, ce sont les parrains, les copains et les mafieux qui mènent la danse. Un attentat commis par un déséquilibré mental ou un islamo-mercenaire est vite arrivé. Même pour le président Chirac, toucher aux intérêts particuliers des uns et des autres, y compris d'une puissante minorité d'Africains, n'est pas sans danger. Quoi qu'il en soit, dans sa dernière phrase, M. Chirac a mis en garde contre les pires difficultés et les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Bingo! Chapeau à l'artiste, rien que ces 2 dernières années, pas moins de 14 tentatives de coups d'État ont été recensées en Afrique. Pourquoi autant de coups d'État? Le Gabon est pour l'instant le dernier pays africain à avoir connu un coup d'État il y a à peine un mois. Au Gabon, la dynastie des Bongo était au pouvoir depuis 55 ans. Il y a eu Adjomar Bongo et le fils Ali. Rappelons que l'espérance de vie au Gabon est évaluée à 52,5 ans. Beaucoup de Gabonais n'ont alors connu aucun changement du personnel politique tout au long de leur vie. Les Gabonais étaient assignés à naître et à mourir sous l'ère Bongo. Lors de l'élection présidentielle, fin août 2023, M. Ali Bongo, très affaibli après un AVC, a été réélu pour un 3e mandat dans une élection entachée de fraude. Des militaires, conduits par le général Oligui Nguema, ont alors pris le pouvoir. Ils étaient soutenus par une bonne partie de la population qui n'en pouvait plus de la misère, de l'injustice et de la corruption. Avec la dynastie Bongo, le peuple gabonais était dans l'impasse politique, sociale et économique. En Guinée, en Afrique de l'Ouest, les militaires ont décidé de prendre le pouvoir car le président Alpha Condé avait déverrouillé la constitution afin d'être élu pour un 3e mandat. Le déverrouillage des constitutions est un sport national dans la plupart des pays africains, à l'exception de l'Afrique du Sud et de quelques pays qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main. Grâce à des tripatouillages constitutionnels, des chefs d'État africains sont restés ou sont encore au pouvoir, depuis 20, 30, 40, 50 ans.
Paul Biya au Cameroun, Denis Sassou Nguesso au Congo, Idriss Déby au Tchad, Bouteflika en Algérie, Omar Guelleh à Djibouti, Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale, Robert Mugabe au Zimbabwe, Ben Ali en Tunisie, etc., etc., etc. Il serait plus simple de citer les quelques rares chefs d'État qui ont respecté les constitutions de leur pays. Par conséquent, avec la Guinée et le Gabon, on est face à deux cas particuliers de présidents voulant garder le pouvoir. Ce qui n'est pas le cas pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces trois pays du Sahel ont un point commun, ils font face à une montée croissante du djihadisme et de ses corollaires l'insécurité et les problèmes économiques. Au Mali, les militaires ont pris le pouvoir dans un contexte sécuritaire compliqué, et dans un climat social très tendu, avec la montée en puissance de groupes islamistes. Les militaires ont jugé qu'ils sont les seuls à pouvoir mettre fin à l'activité de ces groupes et à assurer l'intégrité territoriale du pays. Mali, Niger et Burkina Faso, même combat. En dépit de leur situation particulière, ces trois pays du Sahel présentent des similitudes. Ce sont des situations économiques, sociales et sécuritaires qui ont mené tout droit au coup d'État. Les régimes en place, corrompus et totalement inefficaces, sont rejetés par leur population et par la plupart des militaires. Les peuples nigériens, burkinabés et maliens ne veulent plus de ces régimes inféodés à l'ancienne puissance coloniale. Ce rejet arrive dans un contexte d'insécurité et d'une violence inouïe. Après l'invasion de la Libye en mars 2011, les terreaux-mercenaires et autres groupes armés ont semé la terreur sur les territoires de ces trois pays. Résultat, des milliers de morts, des millions de déplacés, auxquels il faut rajouter une pauvreté endémique qui touche la majeure partie de ces populations. Selon les chiffres officiels, donnés par l'UNICEF, plus de 40% des enfants du Burkina Faso, du Mali, du Niger et d'autres pays du Sahel vivent avec moins de 2,15 €. Le seuil de pauvreté est largement dépassé. En outre, ce qui a poussé les militaires à prendre le pouvoir, c'est l'incapacité des régimes en place, des forces françaises et d'autres pays à endiguer les groupes armés islamistes après 11 longues années. Le doute quant à la sincérité des Occidentaux et des dirigeants africains s'est installé dans les opinions publiques de ces trois pays. Dès lors, pour résumer, les coups d'État au Niger, au Mali et au Burkina Faso s'inscrivent dans un contexte du Sahel très tendu, différent de celui de la Guinée ou du Gabon. La richesse indécente des élites au pouvoir en Afrique. Alors que les populations africaines sont plongées dans une indicible détresse et réduites à fuir leur pays pour trouver un avenir meilleur en Europe ou en Amérique du Nord, la classe dirigeante dans son ensemble et leurs relais locaux et étrangers accumulent des centaines de milliards de dollars. Des mafias ont mis littéralement la main sur des États. La corruption, la malversation, la gabegie sont systémiques et ont gangrené tous les secteurs de l'économie, y compris les institutions militaires. Combien de milliards de dollars ou d'euros sont planqués dans les paradis fiscaux ou investis à l'étranger dans des achats immobiliers? 148 milliards, 200 milliards, 700 milliards. L'ONG Global Financial Integrity avance le chiffre vertigineux de presque 1000 milliards. Des sommes astronomiques qui représentent un manque à gagner pour le développement des secteurs économiques et qui ont mis sur le carreau des centaines de millions d'Africains. Et on continue à faire les vierges effarouchées quand M. Goïta du Mali, M. Traoré du Burkina ou M. Tiani du Niger se révoltent et donnent un coup de pied dans la fourmilière. On invoque alors le non-respect des institutions, de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, etc. De quelle démocratie parle-t-on quand un dirigeant est élu de manière frauduleuse? De quelles institutions parle-t-on quand elles deviennent des repères pour voyous et autres affairistes? De quelle liberté parle-t-on quand la jeunesse africaine est sur les routes migratoires? Un peu de sérieux. Un peu de dignité et de respect pour ceux qui meurent tous les jours à cause des mauvaises conditions de vie, des coups de boutoir des terreaux-mercenaires ou sur les routes migratoires, à cause de l'indignité et de l'incompétence de ces dirigeants africains dégénérés.